Il est 23 heures à Abidjan. Bienvenue dans le dernier point de l'information. Désormais, une ligne directe Abidjan-États-Unis. L'annonce a été faite ce mercredi en Conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est attendu demain ici à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce sont 283 milliards de francs CFA en termes d'échanges commerciaux enregistrés en 2017. On en parle également dans ce journal. L'opération de réidentification des abonnés de téléphonie mobile a pris fin le 30 avril dernier. À cette date, ce sont plus de 20 millions d'abonnés qui ont pu se faire réidentifier, soit 70% de la clientèle. Les retardataires ont jusqu'au 11 mai prochain pour se mettre à jour. Désormais, je vous le disais en titre, une ligne directe Abidjan-États-Unis. L'annonce a été faite ce mercredi. C'était en Conseil des ministres. On en parle tout de suite avec Jérôme Kofi Abola. Bonne nouvelle, tout est fin prêt pour les vols de la ligne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le premier vol dit inaugural entre Abidjan et New York est prévu ce 12 mai 2018. Ainsi, à compter de cette date, 3 vols toutes les semaines, selon le Conseil des ministres ce mercredi, vont relier directement la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le processus d'obtention de la certification TSA, nécessaire à l'ouverture d'une route en direction des États-Unis, menée par le gouvernement, en partenariat avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, s'est achevée en décembre 2017. Ainsi, un protocole d'ouverture et d'exploitation de la liaison aérienne Abidjan-New York a été signé entre les parties. 3 vols hebdomadaires relieront désormais directement la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le vol inaugural de la ligne directe Côte d'Ivoire-États-Unis d'Amérique est prévu ce 12 mai 2018 et aura à son bord une délégation ivoirienne qui sera conduite par le ministre des Transports. Le Conseil a aussi planché sur la problématique de l'emploi des personnes en situation de handicap et pris des mesures quant à leur insertion professionnelle, surtout au niveau du secteur privé. Ce décret détermine, en application du Code du travail, les conditions et les modalités d'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi dans le secteur privé. Il précise la définition de la notion de personnes en situation de handicap et fixe les obligations des employeurs vis-à-vis de ces personnes vulnérables en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Saisissant l'occasion de cette séance, le porte-parole adjoint du gouvernement est revenu sur la situation de certains occupants des logements Sikoji de Cocody Danga. En réalité, le contrat qui lie ou qui liait la Sikoji à ces familles est un contrat de location. Et il se trouve que ces familles avaient demandé à la Sikoji de transformer ces contrats de location en contrat de vente. Ce que la Sikoji a refusé. Mais la Sikoji, au-delà de ce refus, a proposé à ces ménages des mesures d'accompagnement sur les 77 familles concernées. 44 ont accepté les mesures d'accompagnement de la Sikoji. Quelles étaient ces mesures d'accompagnement? Chacune de ces 44 familles a reçu la somme de 1 million de francs CFA qui comprenait donc des frais pour le déménagement, les frais liés à l'abonnement
eau, électricité, également des frais pour la caution et les loyers d'avance. Les 44 familles qui ont accepté ont pu se reloger. Les 33 autres ont refusé le protocole qui leur a été proposé par la SICOJI et ont saisi les juridictions compétentes. Les procédures judiciaires donc ont connu leur parcours jusqu'à la Cour suprême qui, en janvier dernier, a tranché en faveur de la SICOJI, la Cour suprême ayant estimé que la SICOJI était dans son droit. C'est donc en exécution de cette décision de justice que la SICOJI a procédé donc au déguerpissement. D'autres informations importantes également données par le Conseil, notamment celles relatives à la révision de la liste électorale. Pour plus de précision, les collectes des informations dans les centres d'enrôlement se dérouleront du 17 au 24 juin 2018. Par ailleurs, au chapitre des divers, à retenir le calendrier de la prochaine visite d'amitié et de travail du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, en Côte d'Ivoire. Une visite de 48 heures du chef de l'État malien sur le sol ivoirien à compter de ce jeudi 10 mai 2018. Voilà, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui est donc attendu demain, ici même à Abidjan, pour une visite d'amitié et de travail. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce sont 283 milliards de francs CFA en termes d'échanges commerciaux, enregistrés donc en 2017. Une coopération qui tente à être renforcée, c'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Le 5 avril dernier, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga est accueilli par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. En visite de travail et d'amitié dans le pays, il souhaite l'intensification des activités de développement. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est une relation diplomatique entamée le 11 avril 1967, mais soutenue depuis 1962 par un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. Les échanges commerciaux sur l'année 2017 entre les deux pays se chiffrent à un peu plus de 283 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire importe du Mali le coton, le basin, le bétail, le tabac, mais aussi du matériel de transport routier. Le Mali, lui, reçoit en retour du pays le cacao, le café, la cola, la noix de cajou, le bois de grume et autres oléagineux. Aujourd'hui, avec la mise sur pied de la commission mixte ivoiro-malienne, il s'agit de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs clés, harmoniser les politiques de défense et de sécurité et mutualiser les efforts face à la menace terroriste transfrontalière. Il s'agit surtout d'encourager les hommes d'affaires à accroître et diversifier leurs activités de part et d'autre. Et estimée à un peu plus de 2 700 000 habitants en Côte d'Ivoire, la communauté malienne est présente dans les secteurs du transport, du commerce, du bétail, communauté bien intégrée et qui contribue au développement économique du pays. Je vous propose de faire plus ample connaissance avec elle dans ce reportage signé Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Abattoir de Port-Boué ce mercredi, nous rencontrons Abdoulaye. Depuis un peu plus de 40 ans, ce Malien est installé en Côte d'Ivoire où il exerce dans la filière bétail. Depuis qu'on est vu ici, on n'a pas de problème, normalement. On sort comment on veut, on rentre air qu'on veut. Quand tu ne touches pas les choses, on ne te touche pas. Mais voleur, il a son problème. La Côte d'Ivoire, il en est tombé amoureux. Elle est aujourd'hui sa deuxième patrie et ses enfants y sont parfaitement intégrés. Un peu plus loin de lui, Kader Maïga. Lui fait carrière ici à Abidjan dans le transport. Il est responsable d'une gare de la place, assurant la ligne Bamako-Abidjan. Chaque jeudi, on fait un départ. Chaque lundi, on fait un départ. En France CFA, Bamako direct, ça fait 25 000, Ségasso 20 000. Ça va parce qu'on est là, on n'a pas autre chose à faire si ce n'est pas ça. Mais ça va quand même, on se nourrit dedans quand même. La communauté malienne installée en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimée à plus de 2 700 000 personnes selon l'ambassade. Elle évolue dans plusieurs secteurs d'activité que sont le transport, le bétail, le commerce et autres. Dans l'économie, je peux dire que dans l'économie ivoirienne, la plupart des Maliens
on part dans tout. Dans toutes les activités, les Maliens, on part que ce soit de l'investissement, que ce soit du commerce naturel, que ce soit... Les Maliens font un peu de tout. Donc on est en Côte d'Ivoire comme on est au Mali. Pour l'arrivée ce jeudi du président Ibrahim Boubacar Keïta, la mobilisation bat son plein pour qu'un accueil chaleureux lui soit rendu. On change complètement de sujet à présent. L'opération de réidentification des abonnés de téléphonie mobile a pris fin le 30 avril dernier, vous le savez certainement. À cette date, ce sont donc plus de 20 millions d'abonnés qui ont pu se faire réidentifier, soit 70% de la clientèle. Eh bien, les retardataires ont jusqu'au 11 mai prochain pour se mettre à jour. On en parle avec l'Anciné Bakayoko. Après 2 prolongations successives, l'opération de réidentification des abonnés à la téléphonie mobile s'est finalement achevée le 30 avril 2018. Pour les pouvoirs publics, il est maintenant temps de passer à la phase des sanctions. À compter de ce 11 mai 2018, les abonnés qui ne se sont pas fait réidentifier seront mis en réception simple, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus passer d'appel, ils ne pourront qu'en recevoir. Et ils sont environ 10 millions, ces abonnés qui traînent encore les pieds, soit 30% des 32 millions attendus. Mais les numéros qui seront mis en mode de réception pourront normaliser leur abonnement en se faisant réidentifier dans la période allant du 11 mai au 11 juillet 2018, délai de rigueur. Passé ce 11 juillet, ils vont être dans le processus de résiliation. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur numéro. Imaginez un peu ces abonnés qui sont accrochés à leur téléphone mobile pour faire des mobile money, par exemple, qui ne peuvent plus le faire. Ça devient dramatique. Donc j'invite ces usagers au téléphone à se mettre en règle pendant la période du 11 mai au 11 juillet. Cette opération d'identification des abonnés à la téléphonie mobile vise à renforcer la sécurité sur les réseaux et systèmes. L'objectif global est de mieux coordonner la protection des personnes et des biens partout en Côte d'Ivoire. Voilà, encore 2 jours donc pour se mettre à jour. L'ONI, l'Office national d'identification, a repris ses activités. À l'ONI, les activités de production des cartes nationales d'identité et des résidents ont donc repris. Ce mercredi, la structure a convié les journalistes à une journée porte ouverte pour donc constater l'effectivité de cette reprise. Notez que selon le directeur général de l'ONI, l'ONI a produit plus de 2 millions de cartes nationales d'identité de 2014 à 2018, précisément au 30 avril 2018. On en parle avec Gabriel Zani. La production des cartes nationales d'identité est plus que jamais relancée sur le terrain. Depuis quelques mois, la lenteur dans la production des CNI est en phase de passer depuis la réparation du système de production et d'information de l'ONI. Ce sont près de 300 000 cartes d'identité produites par l'ONI, Office national d'identité, sur près de 75 000 enrôlés depuis le début de l'année. Mais au constat dans la salle d'enrôlement, les Ivoiriens ne se bousculent pas pour établir leur titre d'identité. Il y a 3 catégories de cas que nous rencontrons. Justement, les 3e âge et puis ceux qui normalement devaient avoir la carte depuis 2009, qui n'ont pas pu s'enrôler. Et ensuite, effectivement, il y a des nouveaux majeurs dès 16 ans. Souvent, je mets ça sur le compte de la négligence un peu. Souvent, par manque d'informations aussi. Comme je dois passer le bac bientôt, donc j'en ai besoin. Et puis bon, parce que j'ai atteint l'âge d'avoir ma propre carte d'identité. De la salle de saisie des données au service de production des titres d'identité, le constat est le même. Retirer leur CNI demeure le plus difficile pour bon nombre de personnes. Des milliers de cartes s'empilent au fil des jours. Au jour du 30 avril 2018, plus de 8000 cartes sont encore non retirées. Pourtant, l'ONI travaille à éviter la congestion dans ses locaux d'Abidjan via son site internet et son call center. Nous avons atteint notre vitesse de croisière. D'ordinaire, au mois d'avril et mai, nous ne sommes pas à 76 000 cartes. Mais en raison des demandes qui étaient dans le workflow, dans le circuit de traitement, nous sommes aujourd'hui à plus de 76 000, tenter de satisfaire les usagers. Mais en plus de cela, nous avons pris des mesures d'accompagnement pour permettre aux usagers de suivre leurs demandes en ligne. Donc, nous avons réduit
leur pénibilité. Nous avons mis en ligne une plateforme qui leur permet à tout point du territoire d'avoir le statut de leur demande. Et nous avons également mis en place un call center qui permet aux usagers de se renseigner sur leur statut. Alors, M. Ousmane, merci d'avoir patienté. Et bien, après vérification, votre carte est en cours de traitement. Donc, dès que la carte est produite, on va vous envoyer un message. Plus d'1 300 000 cartes nationales d'identité ont été produites de 2014 au 30 avril 2018 sur plus d'1 500 000 enrôlés. Une célérité jamais autant mise à l'épreuve. Les dossiers sont numérisés en temps réel, évacués au fil du lot. Et donc, tous les jours, nous n'avons pas de dossier en attente ici. Dès qu'ils arrivent, ils sont numérisés et exportés au site central automatiquement. Dans le site central, les informations sont transmises à la vidéocodage, puis renvoyées et ensuite acheminées à la vérification, la production et au contrôle qualité. Pour ce contrôle, nous devons mettre la carte sur le lecteur que vous voyez là. Quand la carte est sur le lecteur, toutes les données qui sont incorporées sur cette carte, il y a une puce à l'intérieur. Donc nous devons vérifier si les données sont conformes et si les impressions sont lisibles et si le laminat, le plastique brillant qui est là-dessus protège bien la carte. La fiabilité de la CNI est assurée à 100% selon les responsables de l'établissement. Nous sommes à plus de 46 personnes arrêtées et nous voulons rassurer les Ivoiriens, rassurer nos partenaires financiers et économiques pour leur dire, surtout les établissements financiers, que la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire est une carte infalsifiable. Pour l'heure, l'ONU assure que ces services sont ouverts et invite les pétitionnaires à se rendre dans les centres d'enrôlement en vue de retirer leurs cartes d'identité. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, annonce la tenue de son deuxième congrès extraordinaire. Ce sera le samedi 12 mai prochain à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, pour la recherche de la paix. L'adhésion au nom de l'UDPCI au parti unifié sera à l'ordre du jour. Sidonie Davila. Le parti de Mabry Touakeus s'apprête à donner une réponse claire au parti unifié. Signataire de l'accord politique, l'UDPCI veut rassembler tous ses militants pour donner quitus au parti unifié. Ce sera lors de son deuxième congrès extraordinaire. Un événement prévu le samedi 12 mai prochain à Yamoussoukro. On est tous allés manifester notre intention au travers d'un accord politique. Et la deuxième étape, il faut essayer d'aller un peu plus loin pour être beaucoup plus concret. Voilà. Donc pour être plus concret, on veut associer les militants de base de telle sorte que la décision que nous allons prendre là-bas ne sera pas une décision esselée, c'est-à-dire une décision du président du parti avec sa direction du parti, mais plutôt une décision à base large. À Yamoussoukro, il s'agira de statuer sur les tests qui régissent le RHDP. L'occasion pour l'UDPCI de porter les réflexions sur Parti unifié RHDP, l'UDPCI face au défi du rassemblement pour bâtir la nation. On souhaiterait que cela soit un congrès avec une mobilisation forte pour démontrer à la nation ivoirienne, à tous nos alliés, que l'UDPCI demeure fidèle à ses décisions. Elle veut se positionner comme un parti incontournable. L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, à ce deuxième congrès extraordinaire, entend mobiliser 4 500 militants. Voilà, l'adhésion ou non de l'UDPCI au parti unifié sera donc à l'ordre du jour de ce prochain congrès. La pluie qui s'est abattue dans la nuit d'hier sur Abidjan a fait de nombreux dégâts. Des baraques affaissées, des troncs d'arbres arrachés, des pylônes de télécommunications écroulés, occasionnant donc des embouteillages monstres. Et ce n'est pas la fin, ce n'est que le début en cette saison de pluie, car les météorologues annoncent de plus grosses pluies cette année. La prudence est donc de mise. La Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la filière
pêche en Côte d'Ivoire sensibilise les acteurs du secteur sur les nouvelles orientations de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Il est question de contribuer à la durabilité de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire, également à la sécurité alimentaire. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Le rôle des professionnels de la filière pêche dans la mise en œuvre des directives volontaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au centre d'une rencontre qui a mobilisé les acteurs de la filière pêche et la Fédération nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. La rencontre a également porté sur la prise en compte du développement de la pêche artisanale dans les activités financées par les accords de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il faut qu'il y ait une participation massive de l'ensemble des acteurs et même également les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, si le poisson n'est plus disponible, nous tous, nous allons le sentir. Vous-même, les communicateurs, vous avez un rôle extrêmement important à jouer. C'est pour cela que nous nous félicitons de la tenue de cet atelier. Par ailleurs, le développement durable de la pêche artisanale se heurte, selon la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale, à de nombreux obstacles. Malgré cela, le secteur de la pêche artisanale joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, au dire du directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques. Notre département ministériel se tient à leur côté pour les aider à être responsables, pour les aider à maîtriser leur filière, pour les aider à moderniser leur filière, pour les aider à gérer leur filière, pour que ça soit rentable, pour que ça soit quelque chose qui permette de nourrir véritablement ces acteurs. Deux thèmes ont été abordés lors de cette rencontre: les directives de la FAO et les accords de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Le président du conseil régional du Tongpi était récemment en Chine sur invitation du gouverneur de la province de Henan. La visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations de coopération décentralisées entre donc la région du Tongpi et les provinces chinoises. On retrouve Abou Sanogo pour en parler. Le président du conseil régional du Tongpi, Albert Touakeus Mabri, en Chine dans la province de Henan pour une visite de travail. Établir une relation de coopération économique et politique entre la région du Tongpi et les provinces gouverneurales du pays levant. C'est le sens de la visite du président du conseil régional. Un agenda bien chargé pour Albert Touakeus Mabri, qui a en tant qu'invité spécial participé à la 12e foire internationale sur l'investissement et le commerce dans la province de Henan. Mais bien avant, il a été reçu au siège du gouvernorat de Henan, où les deux régions ont procédé à la signature d'une lettre d'intention de coopération. À Beijing, Henan, Guangdong et Hebei, Albert Touakeus Mabri a eu des séances de travail avec des chefs d'entreprise chinoises dans divers secteurs d'activité, notamment les grands travaux, l'automobile et les nouvelles technologies. Une occasion pour Albert Touakeus Mabri de présenter le riche potentiel économique de sa région, ainsi que les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Saisissant l'aubaine, le président du conseil régional du Tongpi a sollicité un appui pour la réalisation de projets structurants dans le Tongpi. Séduits par les opportunités présentées, les investisseurs chinois effectueront très bientôt une mission de prospection avant la fin de l'année en Côte d'Ivoire, particulièrement dans le Grand Ouest. Abidjan accueille le Learning Event. C'est un événement de partage d'expériences et d'apprentissage organisé par CARE International. Cette rencontre mondiale permettra donc aux participants de proposer des solutions pour assurer la sécurité alimentaire sur tout le continent. Et c'est avec Mamadou Kouassi qu'on en parle. Au Burkina Faso, le nombre de personnes menacées de famine suite à la mauvaise campagne agricole a atteint aujourd'hui 2,5 millions. La mauvaise pluviométrie et l'action des ravageurs sont les causes de cette situation. Mais le Burkina Faso n'est pas le seul sur le continent. Nombreux sont ces pays touchés par cette crise. D'où la rencontre à Abidjan de Learning Event de CARE International. Un événement de partage d'expériences et d'apprentissage. Il s'agit pour ces participants venus de tous les continents de faire le diagnostic de la situation et d'apporter des solutions. 800 millions de personnes dans le monde se couchent le soir en ayant faim. Cette situation critique n'est pas due au fait que le monde ne produit pas assez de vivres, mais bien plutôt à une injustice globale, notamment vis-à-vis des femmes et de leur faible accès à la terre, aux marchés qui ne sont pas accessibles aux plus pauvres,
au changement climatique. L'autonomisation de la femme à travers son implication dans l'agriculture constitue l'une des solutions que propose CARE International. L'autonomisation, c'est on cherche que les femmes et les hommes puissent travailler ensemble pour améliorer la situation de leur famille. Donc cela veut dire que, par exemple, l'homme, il travaille plus avec l'enfant et la nutrition de l'enfant, il s'occupe plus avec ce qui se passe à la maison. Et pour la femme, qu'elle est capable d'engager dans le marché, de prendre ses affaires, de changer la façon de travailler sur le terrain pour améliorer la production. La représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est félicitée de la tenue à Abidjan de cette rencontre mondiale. Elle a également salué les efforts de CARE International dans la prise en charge des femmes du monde rural. Le choix du thème, elle nourrit le monde. Les femmes dans l'agriculture constituent à la fois un hommage parfait à la contribution des femmes dans notre pays. Les femmes et les filles issues du milieu rural représentent 67% de la main-d'œuvre du secteur agricole et produisent 60 à 80% de la production alimentaire, constituant ainsi les principales actrices de la sécurité alimentaire. Ces participants venus du continent américain, européen, asiatique et de plusieurs pays africains vont s'inspirer du modèle ivoirien dans la politique d'autonomisation de la femme à travers l'agriculture, tout en proposant des modèles de réussite. La communauté catholique du monde entier célèbre demain, jeudi 10 mai, la fête de l'Ascension. C'est une fête qui marque la montée de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après Pâques. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage signé Grace Kando. L'Ascension est l'élévation de Jésus au ciel, 40 jours après sa résurrection. Il siège désormais à la droite du Père et partage également sa gloire. L'Ascension représente la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres et la fin de sa présence physique sur la terre. Nous pouvons tirer 4 sens principaux dans cet événement de l'Ascension. 1. Désormais, notre humanité est logée en Dieu. Nous devons faire en sorte que nous soyons justifiés par le Christ pour gagner notre ciel et vivre éternellement auprès de Dieu. De 2, depuis son élévation, le Christ a maintenant une présence bien au-delà des monts et rivières. Et le 3e sens, le Christ nous promet maintenant l'Esprit Saint. Il s'en va physiquement, mais il nous dit, je vous envoie l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous. Et le 4e sens que le Christ nous donne en ce jour de l'Ascension, nous sommes appelés à vivre utilement notre vie pour gagner notre ciel. La fête de l'Ascension est un moment de conversion profonde des cœurs et de changement de mentalité. Dieu veut que nous vivions utiles en posant des actes qui construisent la vie, des actes qui bâtissent la cité des hommes, d'où nous viennent des valeurs du vivre ensemble, des valeurs de vérité, des valeurs de joie, de solidarité, de partage. 10 jours après l'Ascension, les chrétiens vont célébrer la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Afghanistan, en République démocratique du Congo et en Centrafrique. On y va tout de suite avec Ahmed Traoré et Sidonie Davila. Une journée ville morte à Bangui. Diversement suivie, elle a été organisée ce mercredi à l'appel de la société civile contre les violences récentes dans la capitale centrafricaine. Des barrages de fortune ont été érigés par des habitants de Bangui sur les axes routiers de la ville peu fréquentés. La mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, régulièrement prise à partie par des manifestants en colère, a mis en garde contre toute action hostile à son égard. En République démocratique du Congo, le pays fait face à une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Un nouveau foyer de l'épidémie a été découvert dans la zone de Bikoro, dans la province de l'Équateur. Sur un test porté sur 5 personnes, 2 sont hospitalisées et ont été déclarées positives au virus. Les autorités congolaises ont également annoncé la mort de 17 personnes. Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré ce mercredi dans le nord de l'Afghanistan. Il a été ressenti jusqu'à Islamabad et Dushanbe, les capitales du Pakistan et du Tadjikistan, à des centaines de kilomètres de l'épicentre.
Aucune victime ni dégâts n'ont été rapportés pour l'instant. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fête de l'Ascension.